Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 1 juillet. L'utilisation inappropriée des véhicules de l'État est désormais dans le rétroviseur du parc automobile de l'État. De nouvelles dispositions ont été prises pour l'affectation et la gestion des voitures de service. Objectif, réduire le train de vie de l'État, des éclaircissements sur l'ensemble de ces mesures. Dans un instant, la joie des populations de Zourmakita dans le centre-nord. Le barrage de la localité vient d'être réhabilité avec en perspective la reprise des activités agricoles et d'élevage. 230 millions de francs CFA ont été mobilisés pour réparer l'ouvrage. Endommagé depuis quelques années, le barrage de Zourmakita, localité située dans la commune de Gombousgou, a été réhabilité. L'infrastructure a été reconstruite grâce au projet de renforcement de la résilience contre l'insécurité alimentaire. Le financement a été assuré par la Banque africaine de développement et l'État burkinabé. Coût global des travaux de 130 millions de francs CFA. Le point avec Jean Zongo et Estelle Judith Assokba. Voici l'état dans lequel se trouvait le barrage de Zourmakita dans la commune de Gombousgou. Un ouvrage fortement dégradé suite à des inondations, laissant la population dans les désarrois. Aujourd'hui, l'ouvrage présente un nouveau visage. Il a été réhabilité par le projet de renforcement de la résilience contre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Nous avons repris entièrement le barrage. Sauf au niveau du déversoir où on a constaté qu'il était en état satisfaisant. Tout le reste au niveau de la digue, nous avons pratiquement tout repris. Ce barrage a une capacité de 400 000 m3 d'eau. Il est intarissable, un atout pour les bénéficiaires de mener en temps plein les activités agricoles. Maintenant, avec ce barrage-là, on va cultiver le riz, faire le jardinage pour s'occuper de nos enfants. En procédant ce jour à la remise officielle de l'ouvrage, le coordonnateur du projet a un message fort à l'endroit des bénéficiaires. Il faudra tout faire pour que justement le barrage ne soit pas endommagé en respectant un certain nombre de règles que nous allons les édicter et en évitant aussi l'ensablement du barrage. Nous leur avons fourni 2000 plans de jatropha pour déjà créer une zone de servitude, empêchant justement l'ensablement de ce barrage. L'ambition du projet est de faire de Zourmakita un mini-pôle de croissance. Pour ce faire, le projet envisage de réaliser un périmètre irrigué en aval du barrage, construire un magasin de stockage d'une capacité de 200 tonnes et accompagner les jeunes dans l'obtention de microcrédits afin de pouvoir réaliser leurs activités. Une délégation du réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophe était chez le Moronaba vendredi dernier. Objectif de la visite, plaider pour l'implication des chefs coutumiers dans la sensibilisation des populations installées dans les zones inondables. Amado Ilboudo, Ismaël Diloma, Sirima. Le Moronaba Bango, une fois de plus, sollicité pour qu'il implique les chefs coutumiers à la sensibilisation. Une délégation du réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes demande aux chefs des Mossé d'inviter les populations à ne pas s'installer dans les zones inondables. Si on est sinistré cette année, l'année suivante, tu ne dois plus être sinistré parce que tu dois prendre des précautions pour ne plus être dans ça. Mais la grande partie de ceux qui étaient inondés l'année dernière l'ont été dans la même zone. C'est pas normal. Fort de ce constat, le réseau s'est donné pour mission de diffuser les informations sur les risques de catastrophes. Ils ont par ailleurs remis au Mogo des copies de la loi portant réduction des risques et catastrophes au Burkina Faso. C'est cette loi que nous avons traduite en langue pour permettre aux plupart des communautés d'avoir accès au contenu de cette loi. Parce que la plupart des temps, on vote les lois, mais ces lois ne sont pas diffusées. Ils restent dans les tiroirs et la population reste sous-informée. Créé en 2012, le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes regroupe aujourd'hui 23 associations et organisations. À cette audience avec le Mogo, ils ont été exhortés à plus de solidarité.
L'UAS, l'unité d'action syndicale, a rencontré hier à Bobo-Dioulasso les membres des différentes organisations syndicales. La rencontre a permis de dresser le bilan de la lutte syndicale au Burkina Faso. Les responsables de l'UAS se sont également prononcés sur l'implantation d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso et sur la question des Kogolwego. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Une rencontre sous forme de bilan de lutte depuis les indépendances à nos jours. L'unité d'action syndicale estime que des acquis certains ont été engrangés, même si beaucoup reste encore à faire. Le premier combat que le mouvement syndical doit mener d'abord, c'est s'assurer que les libertés politiques, les libertés démocratiques, les libertés syndicales sont bien défendues, maintenues, approfondies, protégées et promues. Le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, l'insurrection populaire d'octobre 2014 ou la résistance du peuple contre le coup d'État du général Diendéré, autant d'événements pour lesquels le syndicat a joué un rôle majeur. Et au cours de cette rencontre, la question des Kogolwego est encore revenue sur la table des préoccupations. Les populations ont le droit ferme de s'organiser, de protéger leurs intérêts et leur intégrité physique. En ce sens que le Kogolwego, sa naissance, c'est tout simplement une conséquence qui découle de la défaillance de l'État. L'unité d'action syndicale dévoile également sa position sur la construction d'une cimenterie à Bobo-Dioulasso, un projet qui divise les Bobolais. À quoi servira le ciment s'il n'y a pas d'homme en vie? Donc si on pollue l'eau qui est consommée par tout le monde, mais qui va habiter dans ces maisons dont les cimenteries vont permettre de construire? Donc nous, notre position, les populations de Bobo ont indiqué d'autres sites où on peut construire ces cimenteries. Ce type de rencontre est prévu également dans d'autres régions du Burkina Faso. L'objectif affiché selon les organisateurs, renforcer les membres de l'unité d'action syndicale, un mouvement créé il y a 17 ans. On reste à Bobo-Dioulasso pour parler de la formation organisée par le Mouvement du Peuple pour le Progrès au profit d'une cinquantaine de jeunes et de femmes du parti. L'ambition est d'expliquer les idéaux et les valeurs du parti. Betty Bienaon, Karim Sissé. Ils sont tous du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Venus de 23 provinces, ils sont ici à Bobo-Dioulasso sur l'initiative des premiers responsables de leur parti pour renforcer leurs capacités en leadership. Après le congrès du MPP, le président Roch, qui était le président du parti, a vivement souhaité que l'on fasse la formation politique de nos camarades, parce que nous avons remarqué souvent que les partis n'ont pas beaucoup de militants. Pendant 3 jours, des spécialistes du monde politique du Burkina ont échangé avec les jeunes et les femmes sur les thèmes tels que le rôle des jeunes dans le combat politique de 1960 à nos jours, comment venir à bout du phénomène de l'incivisme au Burkina et quelle constitution pour le Burkina Faso d'aujourd'hui. Cette formation est la bienvenue, surtout pour nous jeunes. Et les thèmes qui ont été développés sont très pertinents. À partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus des leaders en politique. Et la participation a été très intéressante au niveau des jeunes et des femmes. Beaucoup de questions ont été posées, il y a eu des débats contradictoires et je crois que c'est cela l'objectif qu'on voulait atteindre et nous l'avons atteint. Après Bobo-Dioulasso, les formateurs iront à Fadangourma à la rencontre de leurs militants de la région de l'Est. La volonté de réduire le train de vie de l'État a imposé au gouvernement une nouvelle approche quant à l'utilisation des véhicules de l'État. Au-delà des opérations de contrôle, de nouvelles dispositions pour une bonne gestion du parc automobile ont été prises. Quelles sont ces mesures? Des éléments de réponse avec Roger Kam, Césaire Carfo et Abdelaziz Yagibou. Le parc automobile de l'État. En chiffres, c'est une centaine de véhicules, tous gabarits confondus, qui assurent la mobilité des différents services de l'État, des officiels et des invités en séjour au Burkina. Le parc dispose de 185 véhicules, dont 157 en très bon état. Un patrimoine dont l'utilisation répond à une réglementation précise. Le moment indiqué pour circuler avec les véhicules de l'État, c'est les jours et heures ouvrables. Mais si vous êtes en mission, il faut se munir d'un document qui justifie la sortie du véhicule sur le terrain. Les documents qui sont indispensables sont la fiche de sortie, l'ordre de mission, le certificat d'affectation et le laissez-passer.
Pour le respect de cette réglementation et en lien avec la réduction du train de vie de l'État, le ministère en charge des Finances et l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption procèdent souvent à des opérations de contrôle, opérations qui se mènent en collaboration avec les forces de sécurité. Ces véhicules que vous constatez, c'est des véhicules qui ont été saisis lors du contrôle des véhicules de l'État qui circulent sans ordre de mission ou qui circulent à des heures irrégulières ou qui n'ont pas d'autorisation de circuler. Lorsque nous faisons rentrer ces véhicules, nous faisons un rapport que nous transmettons au niveau du parc automobile de l'État. Et c'est à leur niveau qu'ils décident de la procédure à suivre pour pouvoir entrer en possession des véhicules. Le premier responsable de l'institution doit nous écrire pour nous expliquer pourquoi le véhicule a été appréhendé et demander qu'on sorte le véhicule de la fourrière. Voilà pourquoi quand les gens vont à la fourrière, on leur dit de venir à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Nous seuls pouvons donner le OK pour que le véhicule sorte. Plus de 380 véhicules sont admis en fourrière suite à la dernière opération de contrôle. Un bilan qui indique que certaines habitudes ont encore la peau dure au Burkina. Des personnes qui avaient des laissez-passer ont été arrêtées. Il y en a qui croient que quand on a le laissez-passer, le véhicule de l'État est devenu mon véhicule, je peux en faire ce que je veux. Non. L'État ne compte pas s'arrêter là. Il est aussi envisagé la gestion par pool des moyens roulants et une affectation rationnelle de ces moyens selon l'usage souhaité. Le décret de 1953 prévoyait, dès qu'on vous nomme à un poste, on doit pourvoir à ce poste avec un véhicule de fonction. Mais très vite, on s'est rendu compte que la demande dépasse l'existant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait une réduction des ayants droit et pour les véhicules de service, systématiquement le principe, c'est la gestion en pool. Quand on va aller à la stratégie d'optimisation du parc automobile de l'État, on va segmenter les véhicules pour dire que pour une personnalité ayant rang de ministre, quel type de véhicule on doit acquérir. Pour un directeur général, c'est quelle catégorie de véhicules qu'on doit acheter pour le directeur. Pour les gouverneurs, les hauts commissaires et les autres personnalités, au titre de l'année 2016, le gouvernement a instruit de supprimer toutes les dépenses précédemment affichées pour acquérir les véhicules. Le département en charge des finances projette aussi s'attaquer à une autre poche de déperdition des ressources de l'État, la gestion du carburant. Il n'y a pas vraiment de textes qui régissent la gestion du carburant. Dans certains ministères, on fait des dotations au profit d'un certain nombre de bénéficiaires, mais on a remarqué qu'il n'y a pas une certaine traçabilité par rapport aux dotations. Et les niveaux de dotation également diffèrent d'une administration à l'autre. La réduction du train de vie de l'État s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Au-delà des mots, elle mobilise des énergies sous le leadership du ministère de l'économie et des finances en vue de réduire tout ce qui peut constituer une saignée financière pour l'État. Et tous les véhicules de l'État ne sont pas en bon état. Le gouvernement a décidé récemment d'organiser une opération spéciale de réforme du matériel roulant de l'État. Il s'agit de se débarrasser des véhicules sur cale à travers la vente aux enchères. En quoi consiste cette réforme et quelles sont les procédures? Des éléments de réponse avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. En entrant dans la cour de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre Nord ou à la direction régionale de l'agriculture, un fait retient l'attention. Des véhicules de l'État, communément appelés fonds rouges, dans un état lamentable. Des épaves encombrantes servant d'abri aux marguillas et autres reptiles dangereux. La dernière opération spéciale de réforme du matériel roulant de l'État a permis de recenser dans la dite région 225 véhicules. Le bilan du recensement des véhicules sur cale à l'échelle nationale est en train d'être dressé, mais certains ont déjà été enlevés et parqués à la Direction générale des affaires immobilières de l'État. Lorsque vous rentrez dans une administration et dès le premier coup d'œil, vous voyez 10 véhicules qui sont sur cale, c'est pas intéressant. L'objectif premier de la réforme des matières, c'est vraiment assainir. La réforme des matières permet également à l'État de renflouer ses caisses. Nous avons pu, en tout cas,
atteindre souvent des recettes qui vont à 100 millions, 200 millions. Tout véhicule de l'État dont la réparation est coûteuse est susceptible d'être réformé. Les utilisateurs, à un moment donné, ils vont constater que le matériel est amorti. À partir de cet instant-là, il y a une commission interministérielle qui est chargée d'apprécier l'état des véhicules. Et si la commission estime que c'est un véhicule qu'on peut redéployer, elle va prononcer le redéploiement plus tôt. Mais si la commission estime que le véhicule est dans un état de délabrement, il faut le mettre à la vente aux enchères. Il y a un autre cas. On parle de démolition. Et quand on démolit, c'est avec possibilité de récupération de pièces. La première grande opération a eu lieu en 2014, suivie d'une autre en 2015 et tout récemment en juillet 2016. L'opération spéciale de 2014 n'a pas permis à la DGAIE de pouvoir réformer tout le matériel, surtout qu'il y avait des réticences au niveau de certaines administrations à proposer le matériel à la réforme. Voilà, donc nous avons poursuivi la campagne de sensibilisation. La réforme du matériel roulant de l'État est régie par un arrêté en date du 6 décembre 1981, une loi désuète selon les techniciens du domaine. Une relecture de l'arrêté permettra sans doute de surmonter certaines difficultés, les lourdeurs constatées dans le processus de réforme et même l'organisation du travail. En attendant, l'opération de 2016 suit son cours. Elle est à l'étape de la mise au prix. 700 000 francs pour ces véhicules et même 5 000 francs pour certaines mobylettes. La vente aux enchères sera lancée bientôt. Le projet traditionnel African Vegetable, dont l'objectif est d'augmenter la consommation des légumes traditionnels africains, est arrivé à son terme. Une rencontre de capitalisation des résultats et d'échange sur les perspectives s'est tenue à Ouagadougou. Des détails avec Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. Riches en éléments nutritifs, les légumes traditionnels africains sont au cœur des échanges à cette rencontre qui réunit les participants venus du Cameroun, du Ghana et du Burkina Faso. Le projet traditionnel African Vegetable, qui avait été mis en œuvre simultanément entre août 2013 et juillet 2016 dans ces trois pays, est à son terme. Et cet atelier de clôture a pour finalité de présenter le rapport d'évaluation à mi-parcours. C'est un projet qui a permis de mettre en commun les efforts de différents spécialistes de différents pays qui ont travaillé de façon à faire la liaison entre la recherche et le développement. Nous pensons que devrait servir de modèle pour la suite des activités de recherche-développement dans notre sphère. Quand on parle de fin de projet, on doit parler plutôt d'une renaissance de projet sous une autre dimension. On va rechercher ensemble les moyens pour faire en sorte que les acquis obtenus soient pérennisés. Il y aura une suite au projet. Financé par le Conseil Ouest et Afrique centrale pour la recherche agricole et le développement, ce projet contribue à l'amélioration des revenus et à l'état nutritionnel des familles rurales en Afrique centrale et occidentale. Au Burkina Faso, il intervient dans 5 départements de la province du Gourma et l'on compte plus de 5 000 bénéficiaires directs dans les 3 pays ciblés. Après une phase d'expérimentation dans quelques communes, le programme de renforcement des capacités des jeunes va être désormais mis en œuvre dans toutes les communes du Burkina. Ce programme vise le renforcement des compétences des jeunes, le lancement de la phase de vulgarisation avec Roger Kam et Bouma Ernest Nebier. Le programme national de renforcement des compétences des jeunes PRCJ vise à former les jeunes dans plusieurs domaines en vue d'accroître leur employabilité. C'est un programme qui vise effectivement à faire en sorte que nous puissions asseoir dans chaque commune une base de jeunes formés capables de conduire des activités d'animation, des activités de collecte de données quantitatives et qualitatives, et aussi les organiser de sorte à pouvoir les encadrer à ce qu'ils deviennent autonomes en termes sous forme d'incubation de projets incubateurs permettant aux jeunes de devenir des vrais acteurs de développement, chacun avec son unité de production. Démarré depuis 2014, le programme a déjà fait des heureux dans les communes qui l'ont déjà reçu. Nous avons bénéficié de différentes formations en techniques d'animation
d'enquête, nous doter de capacités à pouvoir mener sur le terrain des enquêtes, si toutefois il y a des structures qui en demandaient. L'étape de Manga marque le début de la vulgarisation de PRCJ dans toutes les communes de Burkina. Et pour le représentant du ministre en charge de la jeunesse, l'apport de ce programme à la lutte contre le chômage des jeunes au Burkina n'est plus à démontrer, d'où l'engagement du ministère aux côtés du promoteur à chaque étape de la mise en œuvre de PRCJ. Chaque étape, nous avions été présents, nous avons répondu présents. Nous l'avons accompagné, nous l'avons conseillé. En plus de l'accompagnement technique, nous avons cet accompagnement, je ne dirais pas financier, mais matériel. Beaucoup d'acteurs qui ont compris le bien fondé du PRCJ, selon son coordonnateur, l'accompagnent déjà. Et à cette troisième étape du programme à Manga, des certificats de reconnaissance leur ont été décernés. Ils sont sans emploi et pour leur donner une chance de sortir du chômage, le regroupement des jeunes pour la justice sociale a organisé à l'intention de 100 jeunes une formation en entrepreneuriat. Les domaines concernés par la formation sont l'agriculture et l'élevage. Issa Kafando, Abdul Rasmane Zongo. La lutte contre le chômage des jeunes est l'un des objectifs affichés par le regroupement des jeunes pour la justice sociale. Ainsi, ce regroupement initie une formation au bénéfice de 100 apprenants, précisément dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Notre système éducatif, la formation dont nous imprégne quand on est encore petit, le système dont nous avons hérité n'est pas un système qui forme pour être entreprenant, c'est-à-dire des entrepreneurs. C'est purement des systèmes qui nous amènent à être des bureaucrates, alors que tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider ces jeunes-là à sortir effectivement de certaines misères? Parce que c'est ce qui nous motive et c'est ce qui a amené effectivement à choisir ce terme-là, autonomisation des jeunes en situation de chômage. Une initiative saluée. Seul le gouvernement ne pourra pas embaucher toute la jeunesse. C'est pour cela, dans sa vision, le ministère est clair. Il a toujours souhaité de travailler en partenariat avec le privé. À l'issue de l'apprentissage, les bénéficiaires de la formation devraient être à mesure de concevoir leurs propres projets et les auteurs de meilleurs projets pourront être financièrement soutenus. Les préoccupations des personnes vivant avec un handicap ont été recensées dans un document synthèse. Le document, élaboré sous l'égide de la Coalition nationale des organisations des personnes vivant avec un handicap, a été remis aux autorités en charge de la question. Yacouba Gamene, Nathalie Sabadogo. C'est un document synthèse de 9 pages. Il résume les préoccupations majeures des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. C'est un cri de cœur que lance la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap. Nous avons rassemblé toutes les préoccupations des personnes vivant avec un handicap dans un document que nous avons remis aux autorités afin qu'ils nous aident à venir à bout de nos difficultés. Pas d'inquiétude, rassure le représentant de la secrétaire d'État en charge des personnes vivant avec un handicap. Le programme quinquennal du président du Faso n'oublie personne. L'un des objectifs du programme est de favoriser l'accès à des emplois adaptés à au moins 50% des personnes vivant avec un handicap. Pour ce faire, les actions suivantes sont prévues. Répertorier les effectifs des personnes porteuses de handicap par catégorie et par commune. Améliorer l'accès des personnes porteuses de handicap aux services sociaux, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la formation professionnelle, le transport, etc. La Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap regroupe 70 associations sur tout le territoire national.
Une rencontre d'information des acteurs de l'éducation nationale s'est tenue le 29 juillet dernier à Gawa. Il ressort de cette rencontre que 1000 bourses seront accordées aux élèves démunis de 5 régions du Burkina. Des collèges d'enseignement général et des lycées seront également construits. Le point avec Draman Kaboré. L'ensemble des acteurs de la chaîne de l'éducation nationale se sont rencontrés à Gawa pour échanger sur les modalités et conditions de mise en place des instances dirigeantes du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation dans les établissements au niveau du poste primaire et du secondaire du Burkina Faso. Un projet qui mettra surtout l'accent sur le renforcement des institutions. Nous allons construire des infrastructures scolaires, les équiper, former le personnel enseignant et éventuellement accompagner toutes les structures donc, du ministère en charge donc, de l'éducation dans la réalisation donc, de leurs activités donc, sur le terrain. Le projet envisage d'accorder 1000 bourses aux élèves les plus démunis des 5 régions du Burkina. En plus des bourses, le projet prévoit la construction d'infrastructures scolaires, la réalisation de forages dans les 5 régions pilotes. Dans la clé de répartition, 175 bourses sont destinées aux élèves du sud-ouest. Et pour une mise en œuvre optimale des grands axes du projet, les comités de gestion se doivent d'accepter un certain nombre de dispositions. Je dirais que tout début n'est pas totalement facile, mais moi, mon inquiétude, c'est d'abord l'adhésion de toute la population, de toutes les couches sociales. Si tout le monde a adhéré à ce projet, je crois qu'il n'y a pas une difficulté qu'on ne pourra pas surmonter. D'une durée de 4 ans et d'une valeur de 25 milliards de francs CFA, le projet couvre les régions du centre, de l'est, du nord, du plateau central et du sud-ouest. Alors, nous recevons sur notre plateau le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry. Alors, avec monsieur le ministre, bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur Sagnon. Alors, des informations circulent sur les réseaux sociaux comme quoi un coup de fil aurait été passé entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'ancien président Blaise Compaoré qui réside à Abidjan. Oui, on précise même que c'est lors de ce jour à Yamoussoukro. Je tiens à dire ici que c'est complètement faux, c'est faux, ce n'est jamais arrivé. C'est vrai que on a vu cette info sur le compte Twitter de la RTI qui est comme un média quasi officiel. Mais les autorités ivoiriennes elles-mêmes étaient surprises de voir cette information et elles ont demandé à la RTI d'où elle tenait cette information et la RTI a dit qu'elle a puisé cette information dans une dépêche de l'agence APA qui dit par ailleurs que Salif Diallo aurait eu une rencontre avec Blaise Compaoré au mois de mai et la même dépêche qui dit que le président Roch Kaboré doit revenir à Abidjan pour rencontrer le président Blaise Compaoré, mais il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucun agenda qui ressemble à tout cela. Et à notre avis, ce sont des esprits malveillants qui veulent ternir le TAC qui vient de se dérouler, qui s'est bien déroulé, tout le monde convient, au niveau des deux pays, mais aussi au niveau international. Moi, j'ai pas arrêté de recevoir les messages de félicitations et tout de suite avant de rentrer, c'est le représentant spécial des Nations Unies, Chambas, qui était en train de me féliciter pour la réussite du TAC. Et je comprends bien, ça dérange certaines personnes qui ont voulu assombrir cette réussite qui s'est déroulée et on fait circuler ce genre d'informations. C'est faux, il n'y a pas eu d'échange téléphonique entre le président Roch Kaboré et Blaise Compaoré. Il n'y a pas eu également d'échange téléphonique entre le président Roch Kaboré et n'importe quelle autorité ivoirienne ou n'importe quel ressortissant burkinabé qui n'était pas sur place à Yamoussoukro. Et on sait tous ceux qui étaient sur place, on les a vus à la télévision. D'accord. Donc, merci pour toutes ces informations et tous ces éclairages donc, sur ces informations qui ont circulé. Merci.
La suite du journal, l'École nationale des régies financières pour les universitaires et le collège Joseph Mukasa de Koudougou chez les scolaires sont les vainqueurs du 4e championnat national de débat et d'art oratoire, une compétition organisée pour développer chez les jeunes l'art de convaincre par les arguments. La finale s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Nongba Kouda Zalissa Sanfo. Une guerre, ce soir à l'hémicycle. La guerre des mots entre l'École nationale des régies financières et l'Université Ouaga 1. Professeur Joseph Kizerbo, les deux finalistes du championnat national de débat et d'art oratoire. Dans ce débat parlementaire qui les oppose sur une assurance vie pour les agents des eaux et forêts, c'est l'ENAREF qui a su convaincre le jury par la force de ses mots. L'art oratoire, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Savoir tenir la parole, convaincre un auditoire, ne pas trembler, garder son sang-froid, c'est vraiment un moment de joie pour moi et pour toute mon équipe. Chez les scolaires, les élèves du lycée national de Bobo n'ont pas été convaincants face à leurs camarades de Joseph Mukasa de Koudougou. Pour ceux déjà habitués à de pareils exercices, l'initiative est à encourager. Ces activités-là constituent également l'occasion de voir éclore de jeunes talents, de les voir grandir, mais aussi espérer que ce seraient de futurs députés. Le championnat national de débat et d'art oratoire est à sa 4e édition. Et les initiateurs comptent en faire un cadre d'expression de soi pour des générations qui font de l'art de convaincre leur meilleure arme. L'ONG Credo a organisé hier dans la soirée un téléthon pour recueillir des fonds afin de parrainer des enfants orphelins et vulnérables. La soirée a permis de récolter plus de 66 millions de francs CFA. Ramatouzida. Ils consentent à parrainer des orphelins et enfants vulnérables du Burkina et leur permettre ainsi d'aller à l'école pour l'année scolaire 2016-2017. Le temps d'une soirée, l'ONG Credo a sollicité et obtenu des dons, de même que des souscriptions de parrainage à hauteur de 66 millions de francs CFA pour des enfants à qui nul ne présageait un avenir scolaire. Si l'objectif, obtenir environ 160 millions de francs CFA afin de scolariser 2000 orphelins et enfants vulnérables pour la rentrée prochaine, n'est pas atteint pour le moment, cette soirée du parrainage Téléthon offre des motifs de satisfaction. Je suis sûr que l'objectif sera atteint parce que je crois que la préparation a été formidable. Tout a été mis en œuvre pour que le peuple burkinabé et même le peuple à l'extérieur du Burkina et toute la diaspora soient sensibilisés pour la cause de l'éducation des enfants. L'État burkinabé accompagne le Credo depuis plusieurs années dans le parrainage des enfants vulnérables. Un soutien qu'il entend continuer. Nous allons avec l'association et d'autres bonnes volontés essayer de mener la croisade pour l'éducation de nos enfants. L'ONG Credo parraine des enfants depuis une vingtaine d'années. Cette soirée Téléthon est le top de départ d'une série d'actions dénommée Opération 10 000 enfants parrainés à l'horizon 2020. Chez toi là-bas, les mômes doivent travailler la terre. Une délégation du FESPACO a participé au Festival du cinéma africain de Kouriba au Maroc. Les responsables des deux rendez-vous cinématographiques entretiennent de bonnes relations de coopération. Le point de la participation du FESPACO avec Mathias Drabo et Kadi Sanogo. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO entretient de bonnes relations de coopération avec le Festival du cinéma africain de Kouriba au Maroc. En témoigne la présence du délégué général du FESPACO à ce festival. Depuis la naissance du festival de Kouriba, les relations se sont nouées et se sont développées entre les deux festivals, le Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO et le festival de Kourigba. Nous travaillons dans la même filière, donc le cinéma, l'industrie du cinéma, et nous avons les mêmes objectifs, le développement, la promotion de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Donc il va de soi que nous nous mettons ensemble, nous nous donnons la main, nous échangeons pour ensemble travailler avec beaucoup plus de performance au niveau de nos différents festivals pour l'évolution donc de l'art et de la technique cinématographique en Afrique. Par rapport au FESPACO, le festival de Kourigba a une particularité, à savoir les débats. Le festival de Kourigba a la particularité d'être un festival de débat. À Kourigba, c'est un festival un peu plus réduit qui laisse beaucoup de place aux discussions sur l'art et la technique cinématographique. Et Ouaga, c'est un peu plus grand, ça va un peu au-delà. Pour organiser, par exemple, à Ouaga, nous avons le marché des films, nous avons d'autres choses. Donc, c'est deux festivals complémentaires. Le Festival du cinéma africain de Kourigba a été une opportunité pour le délégué général du FESPACO de voir des films de l'Afrique du Nord qui seront probablement retenus pour la prochaine édition du FESPACO. Et comme chaque dimanche, nous recevons le service sport pour des informations sportives. Bonsoir Mamadi Wena. Bonsoir Boaka. Alors au menu ce dimanche, le match de classement de la Coupe du Faso en demi-finale, la Coupe du Faso féminine. Oui, le match de classement mettait aux prises l'ASFA Yenga et l'ASFB. Et après 0 but partout dans le temps réglementaire, les deux équipes sont allés au tir au but et là c'est l'ASFB qui s'impose 5 tirs contre 4 pour l'ASFA Yenga alors que nous voyons les tirs. Et c'était pas facile entre ces deux formations et la finale, c'était le match de classement cet après-midi. La finale est prévue pour le 5 août prochain et va opposer le RCK champion en titre pour le championnat national à l'AS Sonabel. D'accord. Autre Coupe du Faso, comme vous l'avez dit, ça c'est la Coupe du Faso version féminine. Et les demi-finales se sont jouées cet après-midi et à Ouagadougou. Étincelle, une équipe de Ouagadougou a battu les Tigresses de Bobo par 2-0. Et à Bobo, ce sont les princesses de Ouagadougou qui se sont imposées 2-1 devant les Lions du Oué. La finale de la Coupe du Faso version féminine qui va se jouer entre Étincelle et Princesse, toutes deux équipes de Ouagadougou, c'est le 4 août prochain à Ouagadougou. Alors, il y a eu hier à Pau la 8e édition de Altitude Naouri. Oui, Altitude Naouri qui a permis au Kenyan Francis Kiptou de s'imposer cette année après un parcours d'une distance de 21 km 447. Et le Kenya a mis 1h19 minutes 09 secondes pour atteindre le sommet du pic. Et il faut dire que le record d'altitude Naouri est toujours détenu par le Marocain, le vainqueur de l'année dernière, Khalil Lablak. Mais cette année, il a terminé 2e derrière le Kenya. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces informations sportives. Alors, je rappelle au public que la cérémonie de récompense des remises des prix donc de Altitude Naouri, c'est tout à l'heure en direct sur les antennes de la RTB à partir de 21h, je crois. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette édition. Restez donc en compagnie des programmes de la RTB.